Bonjour à tous. Bonjour à tous. Patrick et Laura, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visit & Co en Normandie. On édite des podcasts et des vidéos YouTube pour conseiller les auditeurs sur tout un tas de sujets immobiliers et d'investissement locatif. Aujourd'hui, Laura avait envie de vous parler d'un point important d'une transaction immobilière qui est le compromis de vente. C'est le contrat clé. On va vous en parler et vous donner plein de trucs et astuces. À tout de suite. Alors Laura, pourquoi tu as voulu nous parler du compromis de vente ? Alors j'ai choisi ce thème puisque c'est un point clé au moment du projet de vente. C'est le contrat qui va permettre à l'acquéreur et au vendeur de fixer les conditions pour le projet de vente du bien immobilier. Tu as tout à fait raison de le préciser. Le compromis fixe tout et une fois qu'il est fixé, on n'y revient pas. Donc c'est bien important de se mettre d'accord sur toutes les petites lignes. On va vous donner plein de conseils aujourd'hui entre acheteurs et vendeurs parce que le compromis, c'est le document juridique qui scelle la transaction. L'acte notarié qu'on signe 3 mois plus tard n'est en fait qu'une réitération des conditions convenues au compromis. Alors un compromis de vente, ça commence par quoi en général, Laura ? Alors un compromis de vente, on va tout d'abord indiquer les coordonnées du vendeur et de l'acquéreur de manière à avoir suffisamment d'informations pour l'acquisition. Voilà, qui vend, qui achète. Alors ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça. Sur le qui vend, il est important de vérifier le statut marital des vendeurs pour s'assurer qu'on a bien tout le monde, que tous les propriétaires sont bien là et peuvent légitimement vendre le bien immobilier, vérifier qu'il n'y a pas de difficulté de tutelle, de curatelle, etc. Et concernant l'acheteur, c'est pas anodin non plus parce qu'on va conseiller au couple, pour les personnes qui achètent en couple, de se protéger pour l'avenir. Donc s'ils sont mariés, tout va bien, c'est prévu par le contrat de mariage. Mais s'ils sont célibataires, on a fait un podcast à ce sujet-là, on va leur donner des conseils comme le Pacs, le testament, etc. Ensuite, quel point on évoque dans le compromis de vente, Laura ? Alors, on va être vigilant au niveau du descriptif détaillé du bien, puisque tout le détail qu'on va pouvoir indiquer à ce niveau-là va permettre d'éviter tout malentendu au moment du projet de vente, au moment de la revisite et au moment de la signature chez le notaire. Exactement, notamment pour tout ce qui pourrait, au conditionnel, se démonter. Alors, parce que certes, la maison que vous avez vue lors du compromis, en général, elle sera toujours là à l'acte notarié. Mais si on vous a précisé qu'une cuisine va être aménagée, équipée, il faut le lister, le détailler. Cuisine aménagée, équipée, c'est trop vague. Ça laisse la liberté au vendeur de dire, non, dans mon esprit, le lave-vaisselle n'en faisait pas partie. Si on veut aussi quelques anecdotes, moi j'ai 15 ans d'immobilier, j'ai eu une fois, il y a une dizaine d'années, c'était pas un bon moment de ma carrière d'immobilier, un vendeur qui avait, lors des visites, un lave-vaisselle de haute qualité, c'était un miel de mémoire, un lave-vaisselle qui valait quasiment 1 000 €, et qui, le jour de l'acte authentique, à la revisite, nous présente à moi et à l'acheteur un lave-vaisselle premier prix qu'il avait remplacé entre deux. Donc un compromis bien ficelé, c'est le détail complet du bien immobilier qu'on a visité, mais également de ses équipements, poêle à bois, poêle à granulés, cuisine, et idéalement la marque des équipements. Si on tombe sur un vendeur de mauvaise foi, c'est une vraie protection qu'on va offrir à notre acheteur. Par rapport à ça, justement, donc on va indiquer dans le compromis le prix de vente. Et le prix de vente va nous permettre aussi de voir si éventuellement on peut réduire les droits de mutation au niveau des frais de notaire, puisque par exemple, toutes les parties mobilières du bien vont être réduites au niveau des frais supplémentaires. Exactement, c'est un super conseil que tu donnes, Laura. Imaginons que vous êtes mis d'accord avec un vendeur pour acheter sa maison 200 000 € et que dedans, il y a justement une cuisine aménagée, un meuble de salle de bain, etc. Et plutôt qu'acheter 200 000 € le tout, on va dire que vous achetez 195 000 € le bien immobilier et 5 000 € les meubles meublants, la cuisine, la salle de bain, etc. Donc si vous calculez bien, vous vous dites où est le conseil ? 195 plus 5, ça fait toujours 200 000, c'est vrai. Mais sur ces 5 000 € qu'on ventile, qu'on extrait du prix de vente, on ne paye pas les droits de mutation, les 5,81% dans nos départements, qu'on paye à l'État. Donc on peut, sur un cas de 5 000 € de ventilation, faire économiser 400 € environ à l'acheteur de frais dits de notaire. Donc c'est un vrai conseil, surtout s'il y a beaucoup de meubles ou beaucoup de mobilier dans le bien que vous voulez acheter. Laura vous a parlé du prix de vente, on peut du coup parler du financement, comment on finance du coup ce prix de vente, et là on a aussi des conseils à vous donner. Alors au niveau du financement, effectivement, ça peut être un paiement comptant et là auquel cas c'est relativement simple. En revanche, il est possible que vous fassiez appel à une banque ou à un courtier. Souvent. Et la plupart du temps, effectivement. Et donc dans ces cas-là, il y a plusieurs étapes à respecter et on va mettre en place à peu près 2 mois pour obtenir un accord de prêt auprès des banques
pour le financement, donc avec une durée précise pour l'emprunt, avec un taux défini, etc. Exactement. Laura a bien raison de vous dire 2 mois. La loi dit 1 mois minimum. Donc on peut vous présenter un compromis à signer en tant qu'acheteur qui dit que sous 1 mois, vous devez présenter votre offre de prêt. Refusez cette condition-là. Elle est trop restrictive, c'est trop court pour faire normalement des démarches de prêt, obtenir une offre de prêt, remplir un questionnaire d'assurance, etc. Donc négocier au minimum 45 jours, voire 60 jours, même si au niveau de l'assurance de prêt, là on est au mois d'avril 2022 au moment où on enregistre ce podcast, et on a récemment eu un podcast avec Grégory de la société ImoPrêt qui nous annonçait des bonnes nouvelles à partir du mois de septembre avec la suppression pour une bonne partie des emprunteurs du questionnaire d'assurance. Donc ça fera gagner un petit peu de temps, je pense, sur les délais, mais en attendant, restez sur 45 jours minimum, voire 60 jours pour avoir le temps de faire tranquillement vos démarches de crédit. D'ailleurs, on évoquait, Laura, aussi avec un client récemment, toi et moi, une petite astuce sur la demande de prêt qu'on fait à sa banque. Alors il s'agit, oui, en effet, de l'IRA, les indemnités de remboursement anticipé, qui sont à négocier avant la signature auprès de la banque de votre offre de prêt, qui vous permettra en fait de ne pas avoir à financer des pénalités par rapport à un remboursement anticipé de votre bien, par exemple. Exactement. On pense toujours, quand on fait un prêt, à essayer de négocier un petit peu le taux, à essayer de négocier l'assurance, à obtenir une délégation. On oublie trop souvent les indemnités de remboursement anticipé. En fait, quand vous signez une offre de prêt, dans les petites lignes qu'on voit ou pas, il est dit que si vous remboursez avant la date finale du prêt, qui est souvent sur 15, 20, 25 ans, et la banque peut percevoir jusqu'à 3% de pénalité de remboursement anticipé. Sur un prêt de 200 000 euros, ça peut représenter 6 000 euros de pénalité. Et ça, c'est vraiment la mauvaise surprise qu'on a quand on se décide, au bout de 2, 3, 5, 10 ans, à revendre son bien immobilier. Donc le vrai conseil qu'on peut vous donner, ça ne mange pas de pain, c'est d'essayer de négocier, mais il faut s'y prendre dès le départ, l'absence de remboursement anticipé sur son offre de prêt. Pour la suite, au niveau du compromis, il est important donc de définir la date de disponibilité du bien. C'est une date qui va permettre au vendeur et à l'acquéreur d'avoir un ordre d'idée du moment où la signature devrait se faire et de s'organiser. Puisque au-delà de cette date-là, il peut y avoir plusieurs conséquences juridiques pour l'un comme pour l'autre, avec l'une des deux parties qui peut être redevable envers l'autre. Oui, tout à fait. C'est le fait de cadrer une date butoir, par exemple au maximum 30 juin, 30 septembre, peu importe, ça permet à la partie défaillante d'être contrainte par l'autre parce qu'il y avait une date à respecter. Donc c'est important de mettre une date qui en général, sauf cas particulier, est d'environ 3 mois et demi après la signature du fameux compromis de vente. On peut évoquer, toi et moi aussi, Laura, le cas des achats et des ventes, bien sûr, en copropriété, parce que depuis la loi Allure, c'est pas plus compliqué, mais en tout cas, c'est plus complet de vendre un bien immobilier en copropriété. Beaucoup plus de documents, beaucoup plus d'informations qu'on doit donner à l'acheteur. Donc, on va pas revenir sur des basiques. Vous devez avoir les procès-verbaux, le prêt état daté, les diagnostics, etc. Mais on va plutôt vous donner des conseils et astuces, notamment en copropriété, sur l'importance grandissante ces dernières années du montant des fonds de travaux que l'acheteur peut avoir à rembourser. Tout à fait. Donc les fonds de travaux, les fonds de roulement qu'on peut trouver au niveau des copropriétés, ce sont des sommes qui sont, on va dire, en épargne au niveau de la copro, qui permettent de financer les parties communes, les urgences, etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas d'appel d'argent qui soit fait et qui soit assez conséquent à un moment précis, au moment où il y a une urgence à traiter. Tout à fait. Donc c'est une bonne chose qu'une copropriété ait un fonds de travaux, et c'est imposé par la loi Allure depuis quelques années, sauf que des fois, sur un appartement classique, ça peut monter à 600, 700, 800, voire 1000 euros, et des fois même plus, ça dépend des copropriétés, et cette somme-là, lors d'un acte notarié, elle n'est pas remboursée par le syndic au vendeur. Le syndic s'en fiche, ça ne le regarde pas, ces échanges de propriété. Donc on prévoit toujours dans les compromis que l'acheteur doit rembourser cette somme au vendeur. Donc il faut le savoir quand même, parce que même si ce n'est pas de l'argent qu'on met par la fenêtre, on l'épargne dans sa copropriété, comme vous l'a bien dit Laura, mais il faut quand même le sortir. Et quand on parle de 1000 euros, par exemple, si on ne l'avait pas budgété dans son enveloppe d'acquisition, en plus du prix de vente, en plus des frais de notaire, des frais de dossier de prêt, on peut se retrouver dans le rouge. Donc demandez idéalement dès la visite du bien immobilier, ou en tout cas avant de signer le compromis de vente, quels sont les montants des différentes choses que vous allez devoir rembourser au vendeur lors de l'acte. Donc il y a évidemment tout ce qui concerne la copropriété,
fonds de travaux, avance de charges. Et on peut du coup aussi évoquer, Laura, la taxe foncière. Oui, tout à fait, la taxe foncière, donc avec un prorata qui devra être versé donc, par le nouvel acquéreur du montant de la taxe foncière globale au moment de la signature d'acte. Exactement. Si on peut aussi vous donner des conseils avec Laura, c'est de réfléchir aux particularités du bien immobilier que vous achetez et d'envisager toutes les possibilités. Je m'explique. Si par exemple la maison de campagne que vous allez acheter dispose d'une cheminée, eh ben, il faut dès le compromis de vente prévoir si oui ou non le vendeur va faire un ramonage. Autre exemple, qui dit maison de campagne dit souvent assainissement individuel, fosse septique. Est-ce que le vendeur va oui ou non, parce que c'est pas obligatoire, oui ou non faire un vidangeage de l'installation avant de vous remettre les clés? On le voit, nous, toutes les problématiques que peuvent avoir à gérer des agents immobiliers, des notaires, vient du fait qu'on a mal envisagé les choses au compromis de vente. On a laissé des zones de flou qui ne disaient pas qui allait être à la charge de quoi, vendeur, acheteur, etc. Et ça donne des malentendus, des parties qui ne sont pas d'accord, parfois de la mauvaise foi. Donc évoquez tout de A à Z. Si la cuve à fioul est pleine, évoquez le rachat du fioul, le transfert. S'il y a un contrat de citerne de gaz, c'est pareil. Si la chaudière n'a pas été entretenue depuis 2 ans, est-ce que oui ou non on va imposer qu'elle le soit? La présence des détecteurs de fumée. On va vraiment vous conseiller de décortiquer le bien que vous achetez et de prévoir toutes les hypothèses. On fait ça avant le compromis, on se pose 1 heure autour d'une table et ça permet qu'après tout se passe bien très sereinement. Au niveau des annexes qu'on va retrouver aussi pour le compromis de vente, on va avoir les diagnostics techniques qui sont donc obligatoires, indispensables et qui ont été revus aussi en termes de date, notamment au niveau du DPE. Très récemment, donc des vigilances à avoir de ce côté-là. Les diagnostics, on les fait bien entendu donc, pour le bien principal, mais il faut être vigilant sur toutes les dépendances qu'on va pouvoir avoir sur un terrain notamment, vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'amiante. Exactement, ou sur une cave en copropriété. Des fois, les diagnostiqueurs oublient d'aller voir la cave, oublient d'aller voir le garage et on dit à un acheteur, il n'y a pas d'amiante dans ce qu'on te vend. Et en fait, si, il y a de l'amiante sur la toiture du garage. Donc, bien vérifier les diagnostics, c'est le rôle du professionnel qui rédige le compromis, agence immobilière ou notaire, mais ça ne coûte rien de les lire et de s'assurer qu'on est bien tout. Pareil, soyez bien vigilants sur tout l'historique de travaux du bien immobilier que vous achetez. Si c'est un bien immobilier ancien sur lequel il n'y a pas eu de travaux récents, tout va bien. Si c'est une maison neuve, soyez vigilants sur les assurances décennales, la dommage ouvrage. S'il y a eu une extension il y a moins de 10 ans du bien immobilier, il faut bien vérifier que tous ces travaux ont été régulièrement déclarés en mairie, que toutes les taxes ont bien été acquittées par le vendeur, ou si ce n'est pas le cas, de prévoir qui va les payer. Enfin, encore une fois, le compromis de vente, on l'a dit avec Laura, c'est la pierre angulaire de votre transaction immobilière, donc c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Vous pourrez retrouver aussi l'extrait cadastral dans les annexes que vous aurez dans votre compromis. Sur ce document, vous avez possibilité donc de voir les éventuelles mitoyennetés, des éventuelles servitudes également, qui sont donc un point à pas négliger du tout, puisque les servitudes vont avoir des conséquences sur la façon d'entretenir peut-être un terrain, d'occuper un espace et d'avoir des travaux éventuels sur une partie qui est partagée. Tout à fait, et même sur la valeur du bien, les servitudes éventuelles, droit de passage, droit de puisage, cour commune, tout ça, vous êtes censé le savoir dès la visite parce que ça fait partie du package du bien, ça fait partie de ses qualités et de ses défauts et ça fait partie de ce qui en détermine la valeur. Donc vous n'êtes pas censé, lors du compromis, apprendre qu'il y a une servitude sur un bien que vous ne saviez pas, mais si vous l'apprenez toujours, malheureusement qu'à ce moment-là, vous aurez toujours, et on va pouvoir aller sur ce terrain-là, le délai de rétractation de 10 jours qui est conféré à l'acheteur par la loi SRU, une loi qui est déjà assez ancienne parce qu'elle date de 2000, et qui dit que le compromis signé telle date par les parties est ferme et irrévocable côté vendeur, qui lui n'a pas de délai de rétractation et ne peut pas revenir en arrière, il est contraint de vendre son bien, mais côté acheteur, le compromis est, on va dire, en flou pendant 10 jours. Pendant ce délai-là, l'acheteur ou les acheteurs peuvent à tout moment renoncer à leur acquisition sans devoir de pénalité, ni au vendeur qui a immobilisé son bien quelques semaines, ni à l'agence immobilière ou au notaire qui a rédigé le compromis de vente, mais ça porte que sur 10 jours. Passé les 10 jours, Laura, qu'est-ce qui se passe si une des deux parties voudrait ne pas signer l'acte de vente ? Alors, passé ces 10 jours-là, l'une des deux parties est redevable de ce que l'on appelle la clause pénale, qui est en fait une pénalité de 10% du montant du bien.
vers la partie qui a été lésée. Tout à fait. Et si c'est le vendeur qui veut plus vendre, on peut même, c'est des rares cas, mais l'acheteur pourrait même le contraindre en justice à exécuter la vente forcée du bien immobilier. Donc en tout cas, on le voit, le compromis, c'est un point important. On peut aussi penser, avoir une petite pensée pour les investisseurs immobiliers, parce qu'on les aime bien chez Visit & Co. Si vous achetez un bien immobilier pour investir, pensez, ça ne mange pas de pain et ça vous permettra d'être libre dans les 3 mois qui vont suivre, à indiquer une clause de substitution dans votre compromis. Ça fait que si entre deux, vous décidez de monter une SCI, de vous associer avec quelqu'un et ainsi de suite, notamment en cas de problème de financement, etc., c'est des fois la solution, la SCI. On a des vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Vous tapez Visit & Co SCI, vous les trouverez facilement. Donc prévoir la clause de substitution, ça évitera d'avoir à casser un compromis et ça évitera d'avoir à demander son avis au vendeur parce que ça aura déjà été prévu lors du compromis. La finalité, le vrai conseil qu'on va vous donner, on aurait peut-être pu commencer par là, mais on le donnera en dernier pour les plus courageux qui nous ont attendus jusqu'à la fin. C'est quoi, Laura ? C'est d'avoir le compromis, bien entendu, au moins 24 heures avant la signature, de manière à ce que vous puissiez prendre connaissance à tête reposée de l'ensemble des documents. Le compromis avec les annexes, c'est très conséquent. Ça peut aller jusqu'à 200, 300, voire 500, 600 pages quand on est sur des biens en copropriété. Ouais, ça paraît énorme, mais c'est vrai. Donc, c'est énorme, c'est très conséquent. Donc, prendre le temps de prendre connaissance de l'ensemble des informations qu'elle contient, puisque ça va être en fait vraiment la base pour le reste du projet d'achat. Exactement. Quand vous irez signer le compromis, que ce soit devant un agent immobilier ou un notaire, cette personne-là va vous recevoir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum dans son bureau pour vous faire signer les documents. Donc forcément, en 1 heure ou 2, on ne vous explique pas 600 pages. Hein. On vous explique les points principaux de votre engagement, certes, et heureusement, mais pas forcément toutes les petites lignes. On répond aux questions évidemment qui nous sont posées, mais c'est pour ça, en tout cas chez nous, chez Visit & Co en Normandie, agence immobilière, ça fait partie, sans qu'on nous le demande, de nos standards de service, d'envoyer grand minimum 24 heures avant, idéalement 2 ou 3 jours, mais grand minimum 24 heures avant, l'ensemble des documents à l'acheteur et au vendeur pour qu'ils en fassent une lecture, à leur notaire également sur simple demande, mais en tout cas pour que les parties qui ont envie d'avoir un choix parfaitement éclairé puissent relire tous les documents, surligner par exemple les choses qu'ils ne comprennent pas, les passages, et poser leurs questions pour qu'encore une fois, le compromis se passe bien. Parce que c'est censé être un bon moment, le compromis de vente, Laura, dans la grande majorité des cas. C'est plutôt un moment de plaisir, oui, où le vendeur aboutit dans son projet pour partir sur des nouveaux projets, oui. Et puis où l'acquéreur, finalement, a peut-être enfin trouvé la pépite qu'il cherchait depuis un petit moment, pour certains. Exactement, donc pour que ce moment soit serein, qu'il se passe avec des sourires, avec du champagne parfois, c'est le cas en tout cas sur nos transactions chez Visit & Co, avec des photos, avec quelques souvenirs, il faut encore une fois, et c'est le conseil à retenir du jour, l'avoir bien préparé. Une précision par rapport à la durée du compromis de vente, oui, exact. Et notamment par rapport à des acquéreurs qui, pour certains, font l'acquisition en paiement comptant. Il y a des délais à respecter. Donc, on a parlé des délais de rétractation qui sont donc de 10 jours avec la loi SRU pour la réflexion, le temps de réflexion. Mais aussi, on a le délai donc, de droit de préemption qui correspond à peu près à 2 mois pour les formalités administratives, qui correspond à un temps dont la commune dispose pour éventuellement faire l'acquisition du bien. Et auquel cas, si ça se présentait, ce qui est très rare quand même, le compromis devient caduc et la propriété devient propriété de la commune. Tout à fait. Et c'est par expérience, ça m'est arrivé que 2 fois en 15 ans. Pas forcément alors c'est pas une bonne nouvelle pour l'acheteur, ça c'est sûr, parce qu'au dernier moment, on lui dit la maison qui devait être pour toi, elle n'est pas pour toi, et elle est achetée par la mairie. Ok, et c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus pour le vendeur, parce que pour le vendeur, on va dire ça change rien, mon bien il est vendu quand même, et c'est le même prix. Heureusement, l'État ou du moins la commune paye le même prix. Sauf que là, vous partez dans des délais compliqués, parce que la mairie, dans un cas comme celui-ci, elle a 6 mois pour ratifier l'acte de vente, elle a un délai pour le paiement, donc ça devient très compliqué. Donc on prie toujours sur certains biens immobiliers quand il y a des risques de préemption. On peut citer les maisons qui sont proches d'une école, parfois les maisons proches d'un cimetière. Moi j'ai une préemption pour l'agrandissement d'un cimetière. Aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, c'est mieux si la commune ne préempte pas, mais ça reste un droit, Laura l'a dit, et donc il y a des délais qui font qu'un compromis dans la moyenne, pour résumer Laura, c'est combien de temps ? C'est 3 mois. Exactement.
On espère vous avoir éclairé sur ce point. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux si vous avez des questions sur le compromis de vente, sur les conditions, à les poser en commentaire. On se fera un plaisir, Laura ou moi, d'y répondre. On vous dit à très vite pour un prochain podcast. La Minute du Propriétaire. C'était Patrick. Ciao. C'était Laura. Ciao.